Bonjour et bienvenue parmi nous. Si on commence d'abord par vous connaître, M. Shams. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ravi d'être ici en Tunisie. J'ai grandi en France, mais je venais passer mes étés ici au lac. J'allais notamment à Dahdah quand ça venait d'être construit. Donc Shams, aujourd'hui, je suis responsable finance carbone pour une société américaine qui s'appelle D-Climate, qui est une société spécialisée dans les données climatiques et qui est aussi active dans le marché du crédit carbone. On a développé une technologie qui permet de faire du suivi de projets et on développe notre propre projet en RDC, dont l'objectif est de réduire plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêts à risque de déforestation. Et en faisant ça, on réduit les émissions de carbone, on génère des crédits carbone et on les vend sur le marché international. Donc vous êtes dans le marché, vous êtes actif. Si on peut savoir, selon vous, comment peut-on envoyer des signaux au marché pour orienter les investissements vers les technologies vertes et décarbonées? Oui, alors les signaux, c'est... moi, je compare, déjà pour contextualiser, je compare la transition énergétique, la décarbonation, comme étant une sorte de nouvelle révolution industrielle. Donc, on crée des emplois, on a des investissements et on a des débouchés. Donc, il faut déjà, le signal positif, c'est que c'est une nouvelle source de croissance. Et c'est une nouvelle source de croissance qui est verte, qui est impactante, avec des effets bénéfiques, à la fois sur les effets, les réductions d'émissions de carbone, mais sur les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou sociaux, avec notamment les communautés locales. Donc, là, selon vous, quels sont les marchés impactants? On va commencer pour l'Afrique, pour les crédits carbone, puis on va spécifier pour la Tunisie. Bien sûr, bien sûr. Alors, les marchés ou les activités impactantes pour l'Afrique en général, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, notamment et surtout en Afrique subsaharienne. Donc, on a d'énormes projets de petite et grande taille qui sont soit de la replantation d'arbres, soit pour éviter la déforestation. Et c'est deux marchés ou deux activités qui se complètent parce qu'on a besoin de plusieurs types de projets pour atteindre les objectifs globaux de réduction d'émissions. Et l'Afrique, d'un point de vue des solutions basées sur la nature, est très en avance. Il y a d'énormes succès et il faut les mettre en avant. Il y a des succès au Kenya, il y a des succès en RDC, il y a des succès en Afrique de l'Ouest. Alors, j'insiste beaucoup sur l'Afrique subsaharienne, mais sur ces solutions basées sur la nature, c'est là qu'on voit des réussites. Et il y a un deuxième type de marché pour l'Afrique, ce sont ce qu'on appelle les foyers de cuisson améliorés, qui remplacent les foyers de cuisson traditionnels, qui émettent beaucoup de CO2, qui obligent bien souvent les ménages et les femmes à parcourir des kilomètres pour aller chercher du bois, par exemple, et qui maintenant, avec ces foyers de cuisson améliorés, peuvent faire la cuisine de façon plus efficiente, tout en émettant moins de carbone. Pour la Tunisie... vous dites que nous sommes un petit peu en retard. Alors, ça me fait mal au cœur de le dire, mais si on regarde un peu l'état des lieux des projets en Tunisie, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai peut-être vu un en ligne, mais malheureusement, il n'y en a pas. Et ce n'est pas propre, j'ai envie de dire, à la Tunisie. J'ai quand même regardé aussi ce qui se faisait chez les voisins, en Algérie et au Maroc. Et pareil, il y a malheureusement un retard d'un point de vue opérationnel. Maintenant, on le voit que la Tunisie, d'un point de vue réglementaire, au niveau du gouvernement, a aussi des objectifs de réduction. Le secrétaire d'État ce matin l'a répété, il y a des objectifs de réduction d'ici 2035. Et ces objectifs passent par tout type d'initiatives. Donc, il faut que les entreprises, les particuliers et les institutions gouvernementales réduisent les empreintes carbone. Il faut investir dans les nouvelles technologies. Et pareil, le secrétaire d'État l'a expliqué que le mix énergétique en Tunisie devra passer aujourd'hui, je crois qu'il est de 25% sur le renouvelable, à hauteur de 50-60% d'ici 2030. Et l'objectif, c'est d'être à net zéro en 2050. Donc là, c'est un levier pour que la Tunisie participe à l'effort global de réduction des émissions. Et enfin, c'est d'inciter, solliciter les entreprises, les porteurs de projets à venir développer des projets en Tunisie. Ils n'ont pas besoin d'être de grande taille, comme on le voit dans certains pays, mais il peut y avoir des pilotes, que ce soit
dans le renouvelable ou, comme je l'ai dit en introduction, avec la reforestation ou des changements de pratiques agricoles, par exemple. Oui, pour conclure, comment expliquez-vous qu'en Afrique subsaharienne, on a réussi et en Afrique du Nord, on n'a pas réussi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Je pense qu'il y a une structure d'écosystème naturel plus propice, puisque déjà, c'est des pays qui sont plus grands, c'est des pays tropicaux. Donc, il y a un écosystème qui favorise les forêts, la replantation de certains arbres, et il y a aussi une volonté des gouvernements, des investisseurs, d'aller mettre les fonds dans ce type de projet. Quand je parle de volonté, il faut mettre en place un système, il faut mettre en place une réglementation qui favorise ce type de projet. Quand un investisseur veut investir dans un pays ou dans un projet, il regarde les risques. Et un des risques, c'est le fameux risque pays, risque souverain. Est-ce que demain, on ne va pas récupérer mon argent et exproprier ma terre? Donc, l'une des raisons pour lesquelles ces pays sont en avance, je pense que c'est qu'il y a eu un renforcement des capacités et une volonté, j'ai envie de dire, organisée d'investir de l'argent dans ces projets. Là, c'est vraiment une dernière question. Je vais poser la question à tous nos invités. On parle tous de E, et on oublie généralement le S et le G. Oui, alors c'est exactement l'aspect social. Et l'aspect social, et de gouvernance, il a lieu au niveau des entreprises, au niveau des individus, au niveau des gouvernements. Donc, il faut déjà faire des changements de pratiques, mais il faut aussi un cadre. Il faut légiférer dans ce sens. On le voit en l'Union européenne, par exemple, avec beaucoup parfois pas mal de défauts et d'un surcroît de bureaucratie. On voit qu'il y a quand même une démarche réglementaire pour inciter à un changement des comportements, pour adresser le social. Et puis la gouvernance, c'est aussi inciter les entreprises à mettre en place un changement de pratique. Après, si on parle de projet en soi, ça revient un peu... Comment investir dans le S et le G? Voilà, donc ça revient à la question parce qu'investir, il faut gagner. Et oui, alors si on se concentre sur les marchés du crédit carbone et les projets, le E et le S sont ensemble. Il n'y a pas d'impact environnemental sans impact social sur les solutions basées sur la nature. Là où il y a à la fois un écosystème naturel et des populations locales qui sont directement impactées. La gouvernance, c'est pareil, il faut mettre en place un cadre. Et c'est pour ça, par exemple, que certains pays en Afrique subsaharienne sont en avance, parce qu'il y a un cadre. Les projets doivent suivre un cahier des charges. Ce n'est pas, on ne développe pas un projet pour éviter la déforestation dans le bassin congolais en faisant n'importe quoi. Il faut s'assurer qu'on a les bonnes concessions forestières, qu'elles ont été octroyées par la bonne entité du gouvernement, et qu'ensuite, en pratique, on a des mécanismes de protection et de remédiation. Si, par exemple, tout d'un coup, la déforestation recommence dans une zone, il faut comprendre et il faut l'adresser rapidement. Ok, merci et à la prochaine. Avec grand plaisir.